Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du voyage que j'ai effectué en octobre 2018 lorsque je suis partie seule en sac à dos à travers le pays magnifique qu'est Bali. Je voulais dans un premier temps vous énumérer les différentes étapes du voyage, ce qui m'a poussée à entreprendre ce périple de 3 semaines seule en sac à dos, quel était le but véritablement de ce voyage et quels sont les bénéfices, enfin qu'est-ce qui a été bénéfique pour moi tout au long de ce périple de 3 semaines. Qu'est-ce qui fait que ça m'a quand même beaucoup apporté intérieurement et ce que j'ai pu en retirer de ce voyage. Alors, dans un premier temps, j'ai acheté le guide du routard de Bali où j'ai réalisé un petit peu l'itinéraire que je voulais réaliser à travers le pays. Alors, il faut simplement savoir que j'étais comme portée par quelque chose. À ce moment-là, j'étais dans une relation sentimentale pas très stable. On ne savait pas trop si on allait partir en vacances ou pas. C'était un petit peu compliqué. Du coup, j'ai décidé de partir seule et d'entreprendre ce voyage moi-même. De toute façon, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde au niveau des vacances, on n'avait pas trop la même vision des choses. Et moi, chaque année, c'est important pour moi d'aller à la rencontre des civilisations, à la rencontre des gens, de découvrir d'autres cultures, une autre façon de voir les choses. Et parfois même, dans certains pays où on pourrait penser que tout nous oppose, en fait, on se rend compte que finalement, on n'est pas si différent. Euh, du coup, j'ai commencé, comme je vous le disais, à organiser mon itinéraire. Donc, je suis arrivée à Kuta, ensuite je suis allée à Ubud, ensuite je suis allée à Ahmed, et après je suis allée sur l'île Trawangan, et ensuite j'ai pu visiter l'île Lombok. Alors, au départ, j'avais voulu visiter l'île Lombok et surtout réaliser l'ascension du mont Rajani qui se trouve sur l'île Lombok. Mais il s'avère que 2 mois avant mon départ, donc je suis partie en octobre 2018, pardon, et en août 2018, il y a eu un tsunami qui a ravagé l'île. Et lorsque je suis partie en fait à Bali, lorsque j'ai rencontré un guide, il m'a dit mais pourquoi tu veux partir là-bas? L'île a été ravagée, je ne te conseille pas d'aller là-bas, tu vas te faire piquer tout ton argent, tu vas te retrouver sans rien. Enfin bref, du coup j'ai eu très peur et au dernier moment, lorsque j'étais sur place à Bali, j'ai annulé le périple que je devais réaliser sur l'île Lombok et heureusement je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, donc j'ai réservé mes billets d'avion. En tout cas, je suis allée chercher mes billets d'avion. À l'époque, il y avait une agence à Lyon qui n'est plus, mais qui n'existe plus, qui a été fermée après la crise sanitaire, qui est Air France. Et du coup, lorsque l'on va directement chez Air France, on peut payer une partie de son billet en chèque vacances. C'est comme ça que j'ai pu finaliser une partie de mon billet parce qu'il faut compter entre 900 et 1000 euros. Parce que moi, je ne voulais pas du tout partir avec une compagnie low cost. Hein, c'est possible de payer moins cher. Mais j'ai préféré, même en réservant 6 mois à l'avance, payer une certaine somme mon billet, surtout pour des longs courriers comme ça. Parce que précédemment, j'avais eu un épisode avec une compagnie low cost très désagréable qui avait annulé les billets au dernier moment, le jour même. Hein, on était à l'aéroport, ils ont annulé le périple, le voyage. Il faut savoir qu'il y a toute une organisation aussi derrière, hein, des hôtels, surtout quand on reste un minimum de 30 jours. Donc face à cet épisode désagréable que j'avais eu précédemment, je me suis dit plus de compagnie low cost sur des longs courriers, c'est terminé. Sur des petites distances de 2 heures, quand il n'y a pas d'autres vols à prendre derrière, je veux bien. Mais là, c'était pas possible. Et puis en plus, souvent, sur les compagnies low cost, vous vous retrouvez avec des escales. Parfois, il faut même 3 jours avant d'arriver dans le pays. Bon, après, tout dépend le ressenti de chacun. Mais pour moi, je n'avais pas envie d'être dans des galères et de faire des escales avec des heures d'attente pas possible dans différents pays. Donc, j'ai préféré aller directement chez Air France et donc j'ai pris directement mon billet d'avion
chez eux. Et donc le voyage a pu se faire dans de bonnes conditions. Et une fois que je suis arrivée donc à Bali, j'avais contacté un guide qui devait venir me récupérer, mais je lui avais donné l'heure française, ce qui fait qu'il n'a pas pu venir me récupérer à l'heure prévue. Et quand je suis sortie de l'aéroport, je me suis pris vraiment dans une autre dimension. Il y avait des taxis de partout qui klaxonnaient, plein de personnes qui venaient vers moi pour que je monte avec eux en taxi. Bon, je me suis dit, là je pense que je vais me faire rouler, il y a de fortes chances, hein, c'est ce qui est précisé aussi dans le guide du routard. Du coup, bon, j'ai accepté ma sentence pour ce premier soir à Bali. Il faut savoir qu'il y a à peu près, il me semble, 6 heures de décalage, 6 ou 7 heures. Donc, bon, je suis arrivée fatiguée du voyage. J'ai pris un taxi qui m'a amenée à peu près sur le lieu que je voulais, bien que j'ai quand même dû chercher parce que je suis arrivée la nuit. Donc il a fallu que je marche à travers les rues et comme j'ai un anglais très approximatif, vous imaginez, c'était un peu compliqué de communiquer. Donc je montrais tant bien que mal l'adresse, donc on me guidait à peu près. Mais en plus la nuit, bah, c'est pas évident, surtout qu'il y avait des rues qui n'étaient pas éclairées. Mais j'ai quand même réussi à trouver la guest house où j'avais réservé une nuit, 2 nuits, pardon. Et donc le lendemain, je suis allée trouver un bureau de change pour faire changer mon argent. D'ailleurs, je suis arrivée, enfin dans cette période où je me trouvais à Bali, c'était le taux le plus haut, donc très avantageux donc, pour échanger son argent. Et au départ, je me disais, j'avais dû échanger 1500 ou 2000 euros. Et je me disais, bah, je vais compter mon argent. Mais non, en fait, j'avais une liasse de billets qui était plus du double de ce que j'avais présenté. Et du coup, je me suis dit, bon, je ne vais pas recompter, je vais faire confiance. De toute façon, dans tous les cas, j'étais gagnante. Et mon voyage commençait. Quelques heures après, il y a mon premier guide que j'avais contacté depuis la France parce que je m'étais un peu renseignée sur des forums et une personne m'avait conseillé de contacter lui. Alors, il ne parlait pas du tout français, mais parfaitement bien anglais par rapport à moi qui a un anglais très approximatif. Et du coup, donc, il est venu me chercher. Déjà, le contact téléphonique, j'essayais de baragouiner quelques mots et je l'entendais dire derrière le combiné, oh my God, comment je vais faire avec elle, comment je vais m'en sortir. Et puis finalement, ça a été des sourires et puis la conversation pouvait se faire. J'avais préparé des petites phrases d'avance et je lui montrais les lieux où j'avais envie d'aller. Donc il m'a amené visiter un magnifique temple qui surplombe l'océan. On a visité aussi un petit parc à singes. Il m'a fait visiter une plage tout à fait extraordinaire, des statues qui surplombaient aussi les rues de Bali, à couper le souffle, hein, des monuments vraiment majestueux. Vraiment, hein, c'est pas pour en rajouter, hein, c'est vraiment le cas. En tout cas, ça a vraiment été mon ressenti. Et en tout cas, tous les lieux que je voulais visiter à Kuta, autour de Kuta, donc j'ai pu les visiter sans trop de problèmes. Et puis aussi, je lui avais demandé qu'il m'amène à un endroit pour prendre une puce de téléphone portable. On a cherché pendant un moment, mais il a vraiment mis du cœur à l'ouvrage, comme on dit, pour me trouver cette puce que je cherchais tant. Et puis le lendemain, il est venu me chercher pour m'amener à Kuta. Non, c'est pas lui qui est venu me chercher, il pouvait pas, il était de cérémonie. C'était la période des cérémonies, donc de mariage, parce que le mariage là-bas est très important. Eh bien, c'est un ami à lui qui est venu me récupérer pour m'amener à Ubud. Et donc, il faut savoir que moi, j'ai le mal des transports et que les kilomètres qui sont indiqués sur le guide du routard, ou si vous trouvez, par exemple, vous cherchez sur Mapi, vous tapez deux villes opposées en fait à Bali, ça vous indique tant de kilomètres, mais là-bas, en fait, il faut compter le double parce que les rues ne sont pas, les routes ne sont pas très praticables et il y aurait quand même quelques travaux à faire. Et moi qui ai le mal des transports, c'était très compliqué parce qu'on était beaucoup ballottés, il y avait beaucoup de virages, enfin, c'était un peu compliqué pour moi. Bon, je le savais, hein.
en entreprenant ce voyage que le transport, ça allait être compliqué, parce qu'en plus là-bas, ce qui est préconisé et fortement recommandé, ce sont les taxis ou les guides, parce que les bus, on les attend mais ils viennent jamais. Enfin voilà, au niveau des transports, c'est très compliqué à Bali. Donc, je me suis retrouvée à Ubud. On a visité un endroit très sympa qui est une fabrique de café et de thé. J'ai pu déguster différentes, justement, dégustations de thé qui étaient intéressantes. Pour au final, bon, j'ai acheté du café pour mes proches parce que je ne bois pas de café. Et puis à la fin de la visite, il y avait donc un homme qui était là avec une chouette et un serpent, et tout naturellement je me suis approchée vers lui et il m'a mis le serpent sur mon cou. Donc je portais en fait ce serpent. Donc en temps normal j'aurais eu peur, mais c'est comme si là j'étais comme portée, transportée par quelque chose. Je ne saurais pas l'expliquer, mais bien avant de partir et d'entreprendre ce voyage, j'étais portée comme, enfin comment dire, par une douce et belle énergie où rien ne pouvait m'arriver, aucune peur. C'est surtout quand j'en parlais à mon entourage proche qui me disait oui, non mais quand même, une femme toute seule à l'autre bout du monde, quand même fais attention. Mais pourquoi tu veux partir toute seule? Tu peux pas repartir avec quelqu'un. C'est quoi cette idée qui t'a traversée? Et puis finalement, j'ai bien fait. J'ai bien fait de me faire confiance, de m'écouter. Et c'est en rentrant en communication avec l'extérieur qui m'induisaient leur propre peur, en fait, oui, leur propre peur, qui leur appartenait, mais qui ne m'appartenait pas, parce que moi, j'étais vraiment dans une énergie complètement différente. Et du coup, donc, j'avais décidé de ne plus parler de mon voyage, et voilà, de continuer à organiser, de me concentrer, en fait, sur ce qui me tenait à cœur. Et bon, quand je suis arrivée donc à Kuta, j'ai contacté le guide que j'avais contacté depuis la France pour lui dire que voilà, j'étais sur place et s'il avait quelque chose à me proposer. Donc il m'a dit qu'il me rappellerait. Donc j'en ai profité pour visiter la ville d'Ubud, donc extraordinaire. Une ville, voilà. Je me suis baladée, j'ai visité un jardin de lotus. Je suis allée même me faire masser. C'était le premier massage que je découvrais en fait à Bali, un massage juste extraordinaire de la tête aux pieds. Il faut quand même dire ce qui est, hein. En France, c'est très rare de trouver des bons massages, et vraiment, je trouve que en Thaïlande et à Bali, en tout cas en Asie, c'est vraiment les pros du massage. Bon, tout dépend de là où vous allez aussi, mais ils ont une connaissance du corps humain en Asie qu'on n'a pas en France, hein. Et même certains kinés ne massent pas autant que ces personnes qui ont une connaissance et qui savent parfois détecter exactement l'endroit où vous avez mal, hein. Ce que vous ne pouvez pas forcément retrouver dans un spa chez nous ou une esthéticienne, c'est pas péjoratif, hein, je suis pas en train de dénigrer leur travail, mais en tout cas de mon expérience à moi, hein, si ça se trouve vous aurez tout à fait une expérience différente, mais je trouve qu'ils ont une connaissance quand même qui est relativement approfondie du corps humain. Et les massages sont d'une richesse et comment dire, d'un bien-être. Quand on ressort en fait de ces soins, je me sentais comme dans du coton. Et puis donc j'ai visité la ville, et le lendemain donc le guide est venu me chercher. L'avant-veille, il m'avait expliqué qu'il y aurait un couple qui était là pour vivre une expérience hors des sentiers battus. Et je me suis dit, bah chouette, je vais vivre une aventure, je suis là pour ça, c'est le but de mon voyage. Sauf que le périple était chouette, hein. On a visité des rizières, on est allé véritablement hors des sentiers battus comme il l'avait dit. Et ce couple qui venait des Hauts-de-France, c'était deux marathoniens. Et chaque année, en fait, ils s'octroient un voyage en amoureux. Ils ont 3 enfants et ils se disent, il n'y a pas moyen de déroger à la règle. On se prévoit 15 jours où on part à l'autre bout du monde, que tous les deux. On laisse les enfants aux grands-parents. Et c'est notre moment à nous, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Ils étaient tellement beaux lorsqu'ils me transmettaient
leur ressenti et la raison pour laquelle ils entreprenaient ce voyage. Donc, je me suis dit, bon, ils ont 10 ans de plus que moi, je pense que je devrais pouvoir m'en sortir. À ce moment-là, dans cette période, je courais à peu près 3 fois par semaine, un peu plus d'une heure. Bon. Et finalement, je pense que je me suis mise la barre trop haute parce que c'était pas si facile pour moi, les excursions, surtout que fallait beaucoup marcher. Bon, à travers les rizières, ça allait, c'était plutôt chouette. Sauf que les rizières, les montées, les descentes et surtout des escaliers, parfois qu'il fallait descendre, donc des escaliers pentus, donc qu'il fallait descendre et qu'il fallait aussi ensuite remonter. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très difficile pour moi, surtout quand il fallait atteindre des cascades improbables. Souvent, ces cascades, elles sont magnifiques, mais il faut parfois traverser des chemins et des sentiers pas toujours très praticables, hein. Et donc ça vraiment, ça a été vraiment très difficile pour moi. Et je me suis dit, tu vois, là, tu as atteint tes limites. Et je suis même allée au-delà de mes limites. Donc je suis contente de l'avoir fait. Mais parfois, en tout cas pour ma part, je vais parler pour moi, on ne se rend pas toujours compte de ses propres capacités, de son énergie, bien qu'on dise qu'on peut toujours se dépasser et aller au-delà. C'est le cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je suis vraiment allée au-delà. Mais je me suis rendu compte aussi de mes limites. Voilà, donc je parlais aussi au guide de mon envie de faire le périple du mont Rajani, hein, ce que je vous parlais au début de cette vidéo. Et le souci, c'est qu'il m'a conseillé, donc c'est pas un souci, hein, mais d'annuler au dernier moment face à la catastrophe qu'il y avait eu 2 mois avant, le tsunami donc, qui a ravagé l'île. Donc j'ai annulé. Et du coup, il m'a dit, si tu veux, je peux te proposer de faire l'ascension du mont Batour. L'ascension du mont Batour, c'est un volcan. Alors, il me semble 1700 mètres de mémoire. Je n'ai pas revérifié en faisant cette vidéo. Je vous la fais un petit peu comme ça à la volée. Du coup, donc, la journée, on avait fait une excursion. Ensuite, je suis rentrée le soir. Je ne sais pas, il devait être peut-être 20h, 21h. Et vers 2h du matin, il venait me récupérer vers 1h30, 2h du matin pour faire l'ascension du mont Batour. Donc il fallait aussi que je prépare mes affaires parce qu'ensuite il allait m'amener à l'autre bout de Bali pour poursuivre mon périple. Donc j'avais pas beaucoup dormi parce que j'avais peur de ne pas me réveiller ou que mon réveil ne sonne pas. Du coup, j'ai mangé les quelques biscuits que j'avais dans mon sac à dos. Et ensuite, parce que normalement, il y a le petit-déj qui est prévu, mais bon, là, pas de petit-déj, hein, donc je suis partie à 2h du matin. Il est venu me récupérer, on est allé sur place, donc moi, je devais aller me présenter au guichet pour payer l'ascension, parce que chaque ascension est payante, évidemment. Et ensuite, j'avais prévu une lampe de poche, enfin une lampe frontale plutôt, mais qui n'était pas assez puissante. Donc ça aussi, je vous recommande, si vous voulez entreprendre un voyage de ce type, de faire très attention au matériel que vous achetez. D'ailleurs, dans le périple, il y a même des personnes qui faisaient ce périple en tongs. Enfin, il faut le faire quand même, monter 1700 mètres pentu comme ça. Donc, quand on a commencé à monter, donc au début, ça allait et ça montait de plus en plus. Et en fait, c'était du sable. Donc, le mont Batour, donc c'est un volcan. Et le sable qu'il y avait, en fait, quand vous montez, vous avez l'impression de redescendre d'un étage. Vous avancez un pas après l'autre et en avançant un pas après l'autre, c'était une marche quand même fatigante parce que dans le sable est très pentu et du coup on était tous en file indienne, donc il fallait vraiment poursuivre le cheminement, on ne pouvait pas s'arrêter et il y avait même une femme donc, qui est en tongs, quelle idée hein, de faire la randonnée en tongs, des touristes, hein, parce que dans la ville d'Ubud, il y a plusieurs stands qui vous vendent des tickets pour les différentes excursions qu'il y a à faire. Mais parfois, voilà, vous allez dans un pays, vous allez dans un complexe hôtelier, vous avez prévu de faire que de la piscine ou de rester à l'intérieur ou les alentours, et pas forcément prévu de faire ce type d'excursion. Et moi, je pense qu'il faut quand même être un minimum équipé. Donc, ça fait rêver hein, de voir le coucher du soleil au mont,
oui, au Mont Batour, mais je veux dire en haut d'un volcan, mais il faut quand même un minimum de précaution et de protection, enfin, il me semble. En tout cas, l'ascension n'a pas été si simple et du coup, mon guide me disait, attention, il y a le mont Rajani qui t'attend, plus de 3000 mètres d'altitude, pardon. Et je me suis rendu compte que là, vraiment, c'était difficile pour moi. Et je me suis dit, l'un dans l'autre, c'est quand même plus sage d'annuler. Donc, c'est ce que j'ai fait. Parce que là, c'était difficile. Et il m'a dit, si là, tu rencontres des difficultés, dis-toi que si tu commences l'ascension du mont Rajani, de toute façon, une fois que vous commencez, les guides, ils vont pas t'attendre, hein. Si tu payes ton excursion, il y a plusieurs personnes qui s'engagent dans cette démarche, il va falloir que tu suives derrière. Et je me suis dit, bon, c'était plus sage quand même d'annuler. De toute façon, je crois que tout était annulé par rapport à ce qui s'était passé sur l'île. Bon, en tout cas, une fois arrivé en haut, aussi difficile que c'était, le guide était vraiment très encourageant, extraordinaire d'ailleurs, je l'en remercie du fond du cœur. Et il m'a permis de me dépasser, d'aller au-delà de mes limites et de m'encourager, parce que c'est vraiment un homme extraordinaire qui a beaucoup bourlingué à travers le monde, hein, qui s'est retrouvé aussi dans des situations, enfin pour le coup, lui, il connaît vraiment le goût de l'aventure. Quand on arrive en haut, donc qu'il fait nuit et que le lever du soleil va pas tarder à se réveiller au loin. Enfin, c'est un spectacle juste magnifique, juste à côté du volcan, où l'on voit en fait des vapeurs d'eau chaude en fait s'échapper. C'est juste extraordinaire, hein. Ça vaut le coup, hein. Après, une fois qu'on est en haut, on se dit finalement tous ces efforts pour découvrir ce magnifique paysage. Et donc, en plus, il faisait froid en haut, donc il fallait être équipé aussi, donc d'où l'intérêt justement d'avoir du bon matériel de randonnée. Et ensuite, on est redescendu et il m'a réservé un petit cadeau que je ne savais pas. C'est qu'en bas, il y a des sources chaudes et l'eau, elle est réchauffée par... Alors, j'allais vous dire, elle est réchauffée. Non, il me semble... Je saurais pas trop l'expliquer, mais c'est un rapport avec avec les vapeurs du volcan. Il me semble que c'est ça, que c'est l'eau chaude qui est réchauffée dans les nappes phréatiques liées au volcan, liées à la chaleur du volcan. Je pense que c'est ça. En tout cas, c'était tout à fait extraordinaire. Après cette ascension, ça m'a permis de me détendre et de passer un bon moment dans ce spa. En plus, juste derrière, il y avait un lac juste magnifique. D'ailleurs, attendez à la fin de cette vidéo, je vous mettrai les différentes photos de mon périple et vous ferez le lien entre les explications que je suis en train de vous donner maintenant et les photos qui vont suivre derrière. Ensuite, donc il m'a emmené jusqu'à Ubud. On a visité aussi un magnifique lieu avec un lac sacré et des temples juste extraordinaires. Le voyage donc s'est passé, hein. Bien évidemment j'ai été malade puisque j'ai eu le mal des transports et à un moment donné sur le périple il y avait il s'est arrêté un tout petit j'allais dire village, non c'était même pas un village en fait, c'était un petit cabanon au milieu de nulle part, proche d'un virage. Et en fait donc c'était une dame qui était à l'intérieur et qui vendait quelques aliments, quelques fruits et moi j'étais vraiment pas bien, donc je me suis mise par terre, hein. Vraiment quand je suis pas bien, il faut que je me mouille la tête, il faut que je boive, je peux pas trop parler, j'ai vraiment mal à la tête, il y a vraiment comme un déséquilibre intérieur qui est très présent et qui me met dans une situation désagréable. Et du coup, cette femme m'a donné en fait un pot. En fait, c'est un petit peu comme le baume du tigre, sauf que c'est écrit en langue tamoule. Il est clair. Bon, c'est pas du baume du tigre, mais ça ressemble. Et c'est un petit peu aussi l'odeur du Vicks Vaporum. Et du coup, donc elle m'a... en fait, moi, je voulais lui donner quelque chose, mais donc elle n'a pas voulu accepter. En fait, c'était simplement pour me donner ce pot et me dire de me le mettre sur les tempes et que ça me ferait du bien. Donc ça m'a beaucoup touchée, hein, parce que
De l'extérieur, en tout cas, elle paraissait pas d'une grande richesse, comme on pourrait l'appeler, d'une grande richesse matérielle financière, mais une grande richesse du cœur, de l'âme et dans tout ce qu'elle pouvait dégager. Vraiment, ça se passe de mots et je le retiens. Je le retiens aujourd'hui à quel point ça m'a marqué le fait qu'elle porte autant son attention que moi je sois là, venant de France, assise par terre, ne rentrant pas du tout dans la communication parce que je suis pas bien, et qu'elle me tende ça. Enfin, vraiment, ça m'a énormément touchée. Je m'en souviens encore et d'ailleurs, ça me marquera vraiment toute ma vie, hein. D'ailleurs, même ce guide, ce qu'il a fait pour moi, c'était juste extraordinaire, le fait qu'il m'accompagne, qu'il m'encourage, parce que en plus j'étais toute seule avec lui. Je sais qu'il était très demandé. Il aurait pu aussi avoir d'autres clients parce qu'il en avait beaucoup de par le monde qui le contactaient. Et il a accepté quand même de m'accompagner tout au long de ce cheminement. Et vraiment, ça m'a, pas tout au long, une partie. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Bon, du coup, il m'a amené à Ahmed, donc qui est, comment je pourrais vous dire, à droite, à la pointe de Bali, à droite. Peut-être de Ubud. Et puis donc je suis allée là-bas et je suis restée 3 jours, il me semble, de mémoire. Donc j'avais loué une chambre tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, ce lieu correspond tout à fait pour les personnes adeptes des lunes de miel. Et c'est vraiment un endroit paradisiaque où j'ai séjourné durant ces 2-3 jours. Et j'étais là, en fait, je faisais du snorkeling, je me promenais sur la plage. Et à ce moment-là, il n'y avait pas grand monde. Je suis partie à la recherche d'un lieu que j'avais repéré sur le guide du routard pour acheter en fait mes billets du bateau pour la traversée. Mes billets du bateau pour la traversée. Et donc j'ai trouvé un endroit, j'ai pu communiquer en fait avec un homme extraordinaire, un jeune homme extraordinaire qui vivait seul avec sa maman, et il me parlait de son intention de voyager, mais surtout de travailler sur un paquebot de croisière. Il faut savoir il y a beaucoup de Balinais parce qu'ils sont un petit peu dans la misère, qui vont comme ça travailler sur des paquebots de croisière, donc exploiter beaucoup d'heures, très peu payées, mais pour eux, ce sont des sommes je veux dire, 1 000 € pour eux, ça représente, c'est énorme. Du coup, ils acceptent d'avoir des conditions comme ça déplorables pour subvenir aux besoins de leur famille. J'ai trouvé qu'ils étaient très famille, très en lien les uns avec les autres. Quoi qu'on en dise ou qu'on en pense, les jugements qu'on peut avoir, peu importe. En tout cas, voilà, j'étais vraiment dans l'accueil de ce qui se présentait, aussi différent que peut être ma vision des choses, et encore que tout dépend. Mais du coup, c'est tout à fait honorable de sa part. Et j'ai fait un peu de snorkeling et j'observais un petit peu les alentours. C'était assez sympa. J'observais aussi des chiens. Il y a beaucoup de chiens errants qui étaient sur la plage. 2 chiens qui avaient une belle complicité, qui s'attendaient l'un l'autre. Et quand il y en a un qui s'éloignait, l'autre qui s'asseyait, qui attendait son copain. Et hop, une fois que son copain arrivait, il repartait en remuant la queue. C'était trop beau à voir. Et puis aussi le repas qui était tout à fait extraordinaire, parce que je faisais vraiment attention, puisque moi j'aime pas du tout ce qui est piquant, et là-bas la nourriture est piquante. Donc il faut faire attention à ce qu'on commande, mais dans l'ensemble, je me suis quand même bien débrouillée. J'avais des repas qui étaient tout à fait appréciables. Et ensuite, donc j'ai fait la traversée. J'appréhendais beaucoup parce que j'ai le mal des transports, donc voiture, mer. Et puis finalement, ça s'est bien passé. J'ai beaucoup soufflé. Je me suis beaucoup concentrée intérieurement et finalement ça a été. Et quand je suis arrivée là-bas, j'arrive sur l'île Trawangan. Après, il me semble 3 heures, 3 heures de traversée, me semble-t-il, je ne sais plus trop. Et je découvre une île. Bon, déjà, il y avait des calèches, des chevaux avec des calèches. Déjà, je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite, j'ai senti de l'énervement. J'arrive sur l'île.
On me fait signe en fait de me poser sur cette calèche, j'avais pas du tout envie. Je préférais marcher avec mon sac à dos et puis en marchant, en sortant du bateau, je tombe sur un Français qui me dit est-ce que vous voulez que je vous guide? Bah oui, je veux bien. Donc je lui indique l'adresse où je dois me rendre et il m'explique d'une manière très claire. Donc j'ai parfaitement compris et je me suis dirigée. C'est comme ça que je suis arrivée à ma guest house. Et donc j'arrive, on me présente les lieux, ma chambre, je pose mes affaires. Et en fait, on me dit en anglais qu'il n'y a pas d'électricité pour le moment, qui est due en fait au tsunami. Et l'eau aussi est coupée, ou en tout cas il y en a très peu. Et donc je pose mes affaires et après je décide d'aller visiter un peu l'île. Et là je tombe sur deux Françaises qui parlent et moi je les entends parler et du coup je voulais surtout pas me mélanger à la population française parce que je me disais vraiment j'ai envie voilà, de rentrer vraiment en connexion avec les gens natifs de là-bas et puis finalement la peur refaisant surface je décide de leur parler et elles me disent euh, mais surtout faut pas que tu restes ici hein. Elle dit tu as payé, tu as droit à ton confort, retourne-y, s'il faut tu changes d'hôtel. C'est parce que je les avais entendues parler donc des désagréments qu'elles avaient subis en arrivant sur l'île. Et du coup, elles avaient changé carrément d'hôtel en se faisant rembourser intégralement parce qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Et du coup, ben, moi, je commençais à sentir la colère monter en moi et je me suis dit, eh bien, je vais y retourner, je vais aller les voir et je vais leur dire qu'il n'est pas possible que je reste dans ces conditions. Alors, j'avais regardé la phrase à dire en anglais et j'y suis retournée et tout de suite, je leur disais, voilà, moi, je ne peux pas rester ici s'il n'y a pas d'eau et pas d'électricité. Et du coup, il me disait non, non, de ne pas m'inquiéter, en fait, qu'il y aurait de l'eau, de l'électricité d'ici sous peu. Et effectivement, le lendemain, il y avait ce qu'il fallait. Donc, je me suis dit quand même que c'est un équilibre qui est fragile parce que tout de suite, en fait, mes croyances limitantes, mes peurs, tous mes schémas internes ont vite refait surface alors que j'étais censée être plutôt dans le calme, l'accueil de ce qui se présente et de voir un petit peu comment les choses elles allaient évoluer. Mais comme quoi. Sur cette île aussi, il y avait l'appel à la prière régulièrement, donc retranscrit dans des haut-parleurs. Et au départ, je me suis dit, oh là là, je ne vais pas pouvoir rester ici, il va y avoir un vacarme pas possible, je ne sais pas à quelle fréquence, mais régulièrement. Et puis finalement, au fur et à mesure des heures et des jours, eh bien, je ne faisais même plus attention à ces haut-parleurs et à ce qui se diffusait. Et au contraire, je me sentais bien et à la fois, je me sentais un petit peu triste parce que donc j'ai fait le tour de l'île, j'ai loué aussi un vélo sur place et à côté des hôtels de luxe, il y avait les petits cabanons, des petits cabanons des personnes avec des enfants qui étaient pieds nus, qui marchaient dans la terre et je voyais ce contraste entre ces touristes qui ont de l'argent et qui veulent passer des vacances à l'autre bout du monde, ce qui était aussi mon cas, hein, et l'envers du décor à deux pas juste à côté, et parfois aussi des déchets et comment dire, oui, enfin, l'envers du décor, l'envers du décor qui m'a un peu dégoûtée quand même. Bon, moi j'étais pas dans un hôtel de luxe, mais j'étais dans une guest house avec quand même un certain confort par rapport à ces personnes. Mais voilà, c'était ce contraste-là qui m'a profondément touchée. Et voilà ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Ensuite, donc, j'ai fait une excursion sur l'île en mer, une excursion en mer. Alors ça a été folklorique parce que je voulais à tout prix faire quelque chose. Et puis, je me demandais dans quelles conditions j'allais pouvoir entreprendre voilà, ce voyage.
Finalement, bon, comme je comprends pas trop l'anglais, peut-être parfois vaut mieux, comme ça il y a un petit peu de découverte qui se passe dans cette excursion. Donc, fallait prendre un bateau. Donc, on était plusieurs personnes et parfois, en fait, ils nous déposaient donc en pleine mer sur des sites stratégiques pour faire du snorkeling. Euh, donc, quand on était au bord, ça allait, mais après, quand il a fallu aller en pleine mer, où c'est noir en dessous, où on voit rien du tout, bon, j'étais pas très rassurée quand même. Surtout qu'en plus, on voit pas grand-chose, hein, donc, en fait, ce que je faisais, c'est que je regardais, il y avait un groupe d'Asiatiques qui était à côté de moi, probablement qui venait de Chine, et je les regardais et je pense qu'ils étaient très sages. Et je me suis dit, s'ils descendent, je descends. S'ils descendent pas, je descends pas. Et du coup, je les suivais et j'avais raison de les suivre parce qu'ils sont souvent assez très prudents. Et puis, on est arrivé à un moment donné donc, sur une autre île, donc c'était Gili Air, parce qu'il y a l'île Trawangan, il y a Gili Air et il y a l'île Lombok. Donc il y a 3 îles en fait qui sont côte à côte. Et du coup, quand on est arrivé sur Gili Air, on est arrivé là-bas pour manger. Donc on a mangé sur place. Je me souviens qu'il y avait un couple qui était là, qui venait, je crois qu'il était originaire, alors peut-être du Danemark, il me semble, ou de... Enfin, je ne me souviens plus exactement. Mais ils essayaient de me parler, mais ils se sont vite rendus compte que mon anglais n'était pas terrible, donc ils ont vite arrêté de rentrer en communication avec moi. Bon, ils m'ont quand même dit quand même que j'étais courageuse de partir toute seule, ne sachant pas trop parler en plus la langue, qu'ils avaient l'habitude en fait de venir ici et qu'ils aimaient bien le pays. En tout cas, j'ai retenu comme ça des bribes d'informations quand même. Et puis bon, après, on est reparti. Et du coup, donc mon voyage s'achevait, pardon. Et à un moment donné, sur l'île, j'avais acheté en fait des pâtisseries parce qu'il y avait un lieu et ça ressemblait aux pâtisseries françaises. Et je me suis dit, bon, c'était le même prix qu'en France, mais cher pour les gens originaires de l'île. Et donc, j'avais acheté des pâtisseries pour les personnes qui m'hébergeait, en tout cas dans la guest house, enfin qui m'hébergeait, c'est un petit peu comme dans un hôtel, hein. Mais du coup, j'avais pris ces gâteaux et comme c'était en plus la période du Ramadan, je leur avais offert. Voilà, sans attente ni retour évidemment, hein, ça me faisait plaisir de leur faire plaisir. Et du coup, ils ont beaucoup apprécié mon geste, si bien que le lendemain, ils m'ont invité pour aller sur l'île, et tenez-vous bien, sur l'île Lombok, là où je voulais aller pour aller visiter le Mont Rinjani. Et je ne savais pas du tout, mais ils étaient originaires de cette île, ils sont toujours originaires de cette île. Et bon, moi je leur disais oui en me disant, bon bah voilà, le lendemain matin, ils vont avoir oublié et on va passer à autre chose. Je leur disais oui, peut-être, on verra, parce que sachant que le surlendemain, je devais prendre mon bateau pour rentrer à Bali et ensuite pour prendre mon avion pour rentrer en France. Et donc du coup, bon. Et donc le matin, à 8 h, ils viennent me chercher en me disant, on va prendre le bateau pour traverser, pour aller chez nous. Et je me suis dit, mais demain matin, je dois prendre le bateau pour partir à Bali. Oui, oui, mais t'inquiète pas, on viendra, on sera là. Et je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que tu fais? Tu pars pas, ils t'invitent sur leur île. Toi qui voulais vraiment y aller, qu'est-ce que tu fais? J'étais comme ça un petit peu perdue, les peurs qui revenaient, qui refaisaient surface. Et je me suis dit, bon, allez, t'es partie à l'aventure, vas-y, tu verras bien. Fais confiance. Fais confiance et tu verras. Et du coup, c'est comme ça que je suis partie avec eux, l'air pas très rassuré quand même. Ils m'ont payé le ticket pour la traversée. Et donc, par contre, c'est un bateau pour les habitants de l'île, donc il est moins confortable que pour les touristes. Mais c'est pas grave, de toute façon, comme j'ai le mal de mer, moi j'étais à l'extérieur, devant, assis, voilà, à l'extérieur du bateau avec eux, et ça m'allait très bien de toute façon. Et du coup, une fois qu'on est arrivé sur l'île, il y avait un cheval avec une calèche et il me dit, bah, on va prendre le cheval pour aller chez eux.
Et bon, moi, je faisais un petit peu la tronche parce que j'avais pas du tout envie de prendre le cheval, que je trouvais en plus de surcroît très amaigri. Et je me suis dit, bon, là, t'es plus chez toi. J'ai suivi, donc je suis montée quand même dans la calèche avec eux. On est allé chez eux et ils m'ont fait visiter leur intimité. Donc ça m'a beaucoup touchée qu'ils me proposent de venir dormir chez eux et aussi de participer à une cérémonie de mariage. Enfin, je veux dire, c'était juste incroyable, improbable, je veux dire, comme ça au dernier moment. Et donc il y avait donc 2 garçons. Donc un garçon qui me dragouillait un petit peu. Mais sinon, je dois dire que c'était gentillet, hein. Jamais je me suis sentie en insécurité, jamais. À part quelques croyances imitantes qui refaisaient surface, mais qui n'étaient pas forcément fondées et en rapport avec la réalité et ce qui se passait, hein. C'était vraiment mes schémas internes qui venaient interférer avec l'environnement parce que j'avais aucune inquiétude à me faire. Euh, et pourtant, il y a quand même des inquiétudes qui étaient là et ça m'a permis aussi de visionner ce qui m'appartenait et ce qui provenait de la réalité, du coup. En tout cas, ils m'ont fait visiter l'île Lombok comme jamais je l'aurais visité, même si j'étais venue seule sur l'île, puisque mon but c'était de visiter le mont Rajani, mais pas spécialement de faire le tour de l'île. Bon, on a fait une partie du tour de l'île et j'étais vraiment très touchée parce que l'un des frères m'a emmenée vers une plage et il m'a montré à perte de vue la vague qui s'était soulevée, donc le tsunami. Donc il me montrait, il me disait, tu vois le bateau là-bas, eh bien la vague elle s'est soulevée de là-bas, donc haut comme un immeuble de je ne sais pas combien d'étages. J'étais profondément touchée et j'ai ressenti beaucoup de tristesse parce que sur la plage il y avait des lieux, enfin on pouvait distinguer les lieux d'habitation et tout était laissé, c'est comme si vous quittiez votre appartement et que vous laissiez tout à l'intérieur en fait. Il y avait comme euh, des cadavres d'habitation, je pourrais dire, excusez-moi de parler ainsi, mais qui étaient là. Euh, Enfin, c'était comme un néant, un vide total. Tout était laissé en l'état et toutes les personnes étaient parties ou bien emportées par la vague, malheureusement, parce qu'en plus, dans la plage où on était allé, il fallait descendre une route assez pentue et le temps enfin, de remonter, j'imagine, c'est horrible, vraiment horrible. Les personnes n'ont même pas eu le temps quoi, pour la plupart de se dégager. Donc on est resté un temps, en plus il y avait 2 balançoires sur un arbre à observer ce lieu. Il me racontait vraiment, je pouvais percevoir toute sa tristesse euh, et enfin, je veux dire, tout ce qu'il a pu traverser et ressentir, bien qu'il me disait, nous, on n'était pas sur l'île à ce moment-là. On était sur l'île Trawangan quand ça s'est passé, puisque c'est principalement l'île Lombok qui a été ravagée. Il y a eu des dégâts aussi de l'autre côté, mais moindres quand même. Et puis, lorsque l'on se baladait en scooter, on pouvait voir des tentes ou des cabanons alors de la Croix-Rouge il me semble, alors c'était peut-être pas la Croix-Rouge mais Médecins sans frontières ou en tout cas des tentes qui avaient été mises à disposition pour venir secourir les habitants de l'île. C'était profondément touchant et bouleversant. Il y avait aussi des cadavres d'animaux sur les routes. Ça m'a vraiment beaucoup attristée de voir tout ça. Et du coup, ben, ça me ramène aussi à ma petitesse et aussi parfois comment dire, oui, à cette impuissance que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Du coup, voilà, donc on a visité l'île, on est allé dans des endroits juste magnifiques. Et puis le soir, ils avaient rendez-vous avec des copains. Et là, je me suis dit, bon, ils m'ont dit, bah, tu viens avec nous. Donc, je les ai suivis. Mais là, pour le coup, je me sentais pas très rassurée. Heureusement, il y avait, donc, chez les 2 frères, il y avait un qui était un petit peu foufou.
Bon, gentil, mais un petit peu foufou. Bon, 19-20 ans, ça peut-être un petit peu l'âge. Et son frère qui était pas beaucoup plus âgé, mais en tout cas, où même si on ne parle pas la langue, on fait appel à autre chose, à son ressenti intérieur. Et c'est ce que j'ai fait. Et je ne sais pas pourquoi, mais je lui faisais entièrement confiance. C'est une confiance... oui, ça se sent en fait. Ça se sent et parfois ça se passe de mots. En plus, il y avait la barrière de la langue et du coup, ben, comme je vous le disais, je faisais appel à autre chose. Et j'ai eu raison de lui faire confiance et du coup, c'est lui que je regardais. Donc, ils se sont tous retrouvés, ils se faisaient tourner un petit pétard, ils buvaient une bouteille d'alcool qui se faisait tourner également. Donc, est arrivé aussi à mon tour que moi j'ai fait passer, hein, puisqu'il était un peu de question que je fume et que je boive. Du coup, à un moment donné, le frère vers qui je me tournais régulièrement, il s'est levé, il m'a dit ben, on va aller à la boutique si tu veux, je vais t'acheter quelque chose. Alors je lui disais non, 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 laisse tomber, en plus ça va coûter une blinde. Il m'a quand même demandé de choisir, on y est quand même allé et il m'a dit prends quelque chose qui te fasse plaisir et j'ai pris. Et j'ai vraiment apprécié son geste. Donc ensuite, après, il y a eu la cérémonie de mariage. En fait, c'était pas encore la cérémonie, mais les longues préparations, parce qu'ils font tout eux-mêmes, de A à Z, pour tout préparer. C'est des cérémonies, je crois qu'en plus, qui durent plusieurs jours. Et donc, bah, moi, j'étais assez fatiguée à ce moment-là. Je les ai quand même suivis. Et du coup, c'est beaucoup les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Mais comme ils m'avaient un peu pris sous leur aile, du coup, je restais tout le temps avec eux. Et ça aussi, j'ai apprécié. Voilà, donc j'ai pu assister aux préparatifs et ensuite, donc, on a dormi. Donc, il faut savoir que eux, ils dorment sur des tapis, à même le sol. Et moi, ils m'avaient quand même installé un matelas et puis un drap comme une sorte de duvet pour me protéger. Donc, euh, j'ai dormi dans ce cabanon avec eux. J'ai aussi pris ma douche avant. Il ne fallait pas trop regarder sur les côtés tous les insectes qu'il y avait. Voilà, je me dis là, c'est vraiment l'aventure pour le coup. Pas trop regarder à gauche, à droite, les grosses araignées. Enfin bon, bref. Du coup, je me suis lavée, vite fait, bien fait, comme on dit, et ensuite donc je suis sortie et pour aller me coucher avec eux, parce que bon, c'était leur chambre, la chambre des garçons. Moi, ils m'avaient mis mon lit. Le petit coquin, le plus jeune, c'était quand même couché à côté de moi, croyant en fait se rapprocher de moi, mais à un moment donné, bim, je l'ai poussé. Donc il s'est repoussé, enfin il s'est poussé, il s'est repoussé, il s'est poussé plutôt. Et finalement, j'ai pas dormi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit parce qu'il y avait des insectes qui me montaient dessus, je ne sais pas comment, puisque j'étais emmitouflée dans le drap. Mais quand même, les insectes me montaient dessus. Bon. Du coup, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et aussi, je vous avouerai que j'avais peur qu'on ne se réveille pas le lendemain parce qu'il fallait que je prenne le bateau. Et puis finalement, on s'est bien levé à l'heure qu'ils avaient indiqué. On s'est préparé. Donc, eux, ils se sont... ou je crois qu'ils me... Enfin, en tout cas, ils m'ont laissé me préparer. Ils étaient sortis, ils m'ont laissé me préparer. Et donc, on a pu ensuite prendre les scooters et effectuer la traversée. Et du coup, je suis arrivée à la guest house pour prendre mes affaires. Et là, c'était... le départ était vraiment... terrible parce que j'avais passé des moments tellement forts avec eux. Bon, je ne peux pas raconter tous les détails et tout ce que j'ai vécu avec eux aussi précisément parce que bien ça se vit, ça s'expérimente. On peut raconter hein, ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé, mais bon, rien de mieux que l'expérience comme on dit. Et oui, c'était fort et c'était vraiment touchant parce que sans attente, sans retour, fait d'humain à humain, de cœur à cœur. Vraiment, c'est pas juste des mots ou des paroles, c'était vraiment ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vécu et ce que j'ai traversé avec eux. C'était chouette. C'était chouette et à quel point je m'en souviendrai vraiment toute ma vie. Ouais, du coup, je suis partie, tant bien que mal, avec les larmes qui ont coulé.
Et je suis allée prendre mon bateau pour effectuer la traversée. Et là-bas m'attendait mon premier guide que j'avais eu à Kuta lorsque je suis arrivée à Bali pour m'amener dans un hôtel que j'avais loué pour ensuite le lendemain partir pour la France. Voilà ce que je peux dire de ce périple à Bali. Je suis vraiment très heureuse d'avoir entrepris ce parcours. Ça a vraiment été pour moi un dépassement de soi et aussi ça m'a apporté une certaine confiance intérieure de me dire que moi je suis partie quand même à l'autre bout du monde. J'ai entrepris ce voyage toute seule et tout s'est déroulé vraiment parfaitement. Bon, juste voilà, à certains endroits où, comment dire, je me suis fait rouler par des chauffeurs de taxi, notamment dans les villes touristiques à Kuta, où je savais pertinemment qu'il fallait descendre 3-4 fois le prix qui était indiqué, hein, c'est pour vous dire. Bon, après je me suis dit, voilà, c'est les villes touristiques, à Paris en France ça doit être pareil, donc toutes les villes touristiques du monde de toute façon. Et voilà, c'est peut-être le seul inconvénient du voyage que j'ai pu rencontrer, mais sinon le reste, vraiment tout ce que j'avais prévu d'entreprendre s'est déroulé vraiment naturellement, sans accroche, tout était fluide. J'étais comme guidée et transportée par quelque chose. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais à un moment donné, quand j'étais arrivée à Ubud, j'ai voulu visiter le parc des singes. Donc j'y suis allée parce qu'on m'a dit que c'était vraiment incontournable de visiter ce lieu. J'y suis allée. Donc j'ai visité tout le parc et ensuite je suis sortie à l'opposé de là où j'étais rentrée et je me suis complètement perdue. En plus la nuit commençait à tomber, je me suis dit oulala, comment je vais faire pour revenir là où je suis, là où j'étais, là où j'ai loué. Je commençais en fait à paniquer, mais vraiment à sentir comme une crise d'angoisse et je me suis dit attends, là tu te calmes Céline, reprends tes esprits, respire, fais confiance, avance. Je me suis souvenu que j'avais descendu une grande rue, mais comme j'étais à l'opposé de là où je suis arrivée, j'ai quand même monté, même si la nuit commençait à tomber. À un moment donné, j'ai reconnu la rue, une rue transversale que j'avais empruntée et qui menait aussi à la guest house. Et je me suis dit, ouf, je suis arrivée. Bon, il s'est quand même passé bien peut-être 20-30 minutes hein, avant que je reconnaisse la rue. Mais j'ai fini par la reconnaître et comme quoi c'est important de se reconnecter à soi et de se faire confiance parce qu'il y a aussi des choses qui se passent et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Bon, du coup, pour terminer, je voulais vous évoquer quelque chose. Donc, il y a eu mon retour après en France, mais lorsque j'ai repris le travail, c'est-à-dire le lendemain, dans l'administration dans laquelle je travaillais, il y a des personnes qui devaient se présenter voilà, pour déposer en fait un dossier. Ces personnes avaient appelé en amont pour dire qu'elles auraient du retard et c'est moi qui avais décroché. Et je sais pas, j'avais senti comme une énergie négative par téléphone, hein, c'est vous dire, hein, par téléphone, hein, ça m'est jamais arrivé, hein, mais vraiment là, j'avais ressenti comme une énergie bizarre, vraiment bizarre. Mais pas saine du tout. Et donc ces personnes, elles arrivent, et puis ces personnes arrivent dans mon bureau, et je regarde le dossier et je m'aperçois qu'il manque des pièces. Donc je leur communique, et la personne commence à s'énerver, commence à hausser le ton, à devenir même très hautaine et très irrespectueuse à mon égard. Et moi, je ne suis pas, alors excusez-moi hein, pour le chat qui fait un petit peu sa vie autour. Et moi, je suis là. Donc habituellement, je me serais emportée. Je me serais dit, non mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, vous me parlez autrement. Mon ego qui aurait pris le dessus. Et là, pas du tout. En fait, j'étais vraiment
à ma place, mais je ne faisais même pas d'effort, hein. Enfin, j'étais en fait là, et tout ce qu'elle pouvait me dire, en fait, ça me traversait. C'est vraiment la première fois que je ressentais ça. Et donc le dossier se passe, enfin je veux dire l'échange. Elle me dit oui, allez me chercher tout de suite votre responsable, ça va pas se passer comme ça. Enfin voilà, quand je lui explique les tenants et les aboutissants, le message n'est pas entendu de l'autre côté. Je vais chercher mon responsable, il intervient. Bon, il essaye de calmer les choses. Et mes collègues derrière me disent, mais t'as vu comment elle t'a parlé? Bah, attends, mais moi elle m'aurait parlé comme ça. Mais moi, je me serais emportée, nanana, mais pourquoi toi, tu n'as rien dit? Et c'est vrai qu'après coup, je me suis dit, ah tiens, bah tiens, les différentes étapes de ce voyage spirituel a eu un effet significatif sur moi. C'est-à-dire que tout au long de mon périple, étape par étape, toutes les expériences que j'ai vécues, que j'ai traversées, les liens que j'ai tissés avec les gens, tout ce qui a pu se passer au travers de ce périple m'a comme bougé ma structure interne qui fait que voilà, ben déjà j'avais une capacité à ressentir les choses tout à fait différemment que dans mon quotidien ou ma vie de tous les jours, et à sentir aussi et à percevoir des subtilités comme par téléphone, hein. Enfin je veux dire ressentir que ça allait être un dossier merdique, enfin voilà, enfin je veux dire, et c'était le cas. Et là, le fait de rester à ma place et de ne pas être touchée par la véracité et la virulence des propos d'une autre personne qui habituellement voilà, aurait fait réveiller mes différentes névroses internes. Bah là, c'était pas le cas. J'étais, cette personne manifestait un mécontentement, moi je lui expliquais voilà, les tenants et les aboutissants, c'était pas entendu de l'autre côté, et ça restait là, et tout ce qu'elle pouvait me dire à mon égard, ben c'est comme si ces mots me transperçaient. Et c'est vraiment la première fois, j'insiste hein, vraiment, c'est vraiment la première fois que je ressens ça, que je ressentais ça. Et ça m'a vraiment profondément touchée et marquée. Et du coup, je me suis dit quand même que ce voyage avait eu un effet significatif sur ma personne. Et c'était quand même pas négligeable. Bon, toujours est-il que le naturel chasse le naturel. Et, enfin, je sais plus comment c'est le terme, mais il revient vite au galop. Bah, c'était un petit peu le cas, hein. Du coup, c'était, comme je le disais, comme je pouvais l'évoquer, c'était un équilibre fragile. Voilà. Donc chasse le naturel, il revient vite au galop. Je ne sais plus comment c'est la phrase. Vous pouvez peut-être me l'évoquer. Enfin bref. Voilà. J'avais envie de vous transmettre tout ça. Et puis je vous mettrai à la fin de cette vidéo les différentes photos de mon périple à Bali. Et je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de vous dire ça au travers des vidéos. Mais si vous pouviez vous abonner, ça me ferait très très plaisir. Et je vous remercie pour vos encouragements. Et puis les j'aime et les différents commentaires que vous pouvez me transmettre. Ça me touche profondément. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci.